Bonjour à tous et merci d'être là. Donc aujourd'hui, dans cet exposé, j'aimerais vous parler des circuits de l'intelligence artificielle. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce que en fait, ces circuits, si on ne veut pas que l'intelligence artificielle se heurte à un mur, eh bien, je voudrais vous montrer qu'il va falloir les réinventer. Et aussi, je vais vous montrer ce qu'on a fait récemment dans le domaine. Alors l'intelligence artificielle, en quelques années, elle est partout, hein, dans les moteurs de recherche, dans vos voitures, dans vos téléphones portables. Et ces progrès sont très impressionnants, notamment ces algorithmes, eh bien, aujourd'hui, permettent de reconnaître des images avec un taux de succès qui est parfois supérieur à celui qui peut être réussi par les humains. Ces algorithmes aussi peuvent battre des humains à des jeux très compliqués, comme le jeu de Go, par exemple. C'était il y a quelques années, en 2016. Vous voyez le champion coréen de Go qui est en souffrance devant l'ordinateur qui est en train de battre. Et puis aussi, il y a des choses très jolies. Par exemple, maintenant, les algorithmes d'intelligence artificielle sont capables presque de faire de l'art, ou en tout cas de transformer des photos existantes et de leur appliquer un style. Ou encore, encore plus impressionnant, maintenant, en leur donnant simplement quelques mots, comme vous voyez ici, white bird, c'est-à-dire les mots décrivent un oiseau blanc avec une petite couronne noire et un bec jaune. Eh bien, l'algorithme va lui-même générer une image qui correspond à cette étiquette. Donc, ces progrès sont extrêmement impressionnant, mais ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle, quand même, ça reste de la cuisine. Et je voudrais vous montrer pourquoi ce simple fait, cette métaphore que je vais utiliser pendant mon exposé, montre qu'il faut en revoir les circuits. Donc pourquoi je dis que l'intelligence artificielle, c'est de la cuisine? Eh bien, c'est parce que, en fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui sont des algorithmes. Et comme vous le savez, un algorithme, c'est en fait une liste d'instructions, et donc c'est une recette. Et donc, si je compare l'algorithme à la recette, donc par exemple, ici, vous verrez un algorithme classique qui n'est pas un algorithme d'intelligence artificielle, dont le but est de faire un gâteau au chocolat. Donc, la manière dont ça fonctionne avec un algorithme tout à fait classique, eh bien, on connaît les ingrédients, du chocolat, des œufs, du sucre, de la farine, du beurre. Et ensuite, on a une liste d'instructions très précise qui dit, voilà, il faut faire fondre 200 grammes de chocolat. On a la liste exacte des ingrédients et des instructions à réaliser pour à la fin, une fois qu'on a fait bien mélanger tout ça et fait cuire le temps voulu, on obtient un gâteau au chocolat. Donc ça, c'est un algorithme classique, ce n'est pas une intelligence artificielle. Mais ce qu'on appelle le principe maintenant des intelligences artificielles sont des algorithmes qui ne détiennent pas exactement la recette, la liste des instructions exactes. Donc, en fait, le but de cet algorithme, ça va être d'apprendre à réaliser un gâteau au chocolat, d'essayer de deviner comment réaliser un gâteau au chocolat, en ne sachant seulement que, en fait, il faut du chocolat, des œufs, du sucre, de la farine et du beurre, mais on ne sait pas la quantité. Donc, comment est-ce que l'algorithme va fonctionner? En fait, c'est vraiment par essai-erreur. C'est-à-dire qu'au départ, on va prendre un nombre complètement au hasard de chocolat. Donc, par exemple, on va commencer par 1 kg de chocolat, 10 grammes de beurre, 20 grammes de farine, on va mettre 12 œufs et on va tenter un temps de cuisson de 10 minutes. On va suivre l'algorithme, donc la recette, et on va produire un gâteau. Et maintenant, quelqu'un va le tester, quelqu'un qui connaît vraiment le goût du gâteau au chocolat, et il va dire c'est pas très bon, c'est pas un gâteau au chocolat. Et donc, en fait, ensuite, on va recommencer. Mais l'astuce, c'est qu'on va être capable d'ajuster un petit peu les ingrédients, la quantité de chaque ingrédient pour se rapprocher du résultat voulu. Et on recommence à chaque fois, c'est-à-dire maintenant on va dire je vais plutôt essayer avec 900 grammes de chocolat, voilà, on va ajuster les ingrédients petit à petit, on va refaire un gâteau, on va retester, et puis ça ne va pas marcher encore, etc. On le fait, s'il le faut, 1 million de fois, jusqu'à ce qu'on ait obtenu un bon gâteau au chocolat. Donc c'est ça le principe aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est cette méthode d'essai-erreur pour trouver la recette voulue. Donc ça peut sembler complètement bizarre de faire quelque chose pareil, mais en fait, dans le cas du gâteau au chocolat, bien sûr que ça n'a aucun intérêt, parce qu'on en connaît la recette, mais il y a des cas pour lesquels on ne connaît pas la recette. Par exemple, si je vous dis, voici toutes ces images, dans ces images vous voyez un chat, qu'est-ce qui caractérise un chat ? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a un chat? Comment est-ce que je peux écrire un algorithme comme celui du gâteau au chocolat pour dire à l'ordinateur, ici, il y a un chat?
C'est pas évident, on peut dire qu'il y a des petites oreilles pointues, mais bon, il y a des chats qui ont des oreilles un peu plus rondes, la couleur, ils sont de toutes les couleurs, il y a tous les angles, etc. Donc en fait, dans ces cas-là où la recette n'est pas bien connue, c'est plus simple au final d'essayer de faire cet apprentissage qui nécessite énormément d'images de chats jusqu'à ce qu'à la fin, l'algorithme sache ce que c'est qu'un chat et puisse le reconnaître à chaque fois. Donc voilà. Alors, ces algorithmes, on l'a vu, ils apprennent. En fait, ces algorithmes, on les appelle des réseaux de neurones. Ils sont vraiment inspirés des neurones et des synapses du cerveau. Et les paramètres que l'on change à chaque fois, là, les ingrédients, ça revient à vraiment à changer les valeurs un petit peu, enfin, à changer la façon dont les synapses, la mémoire dans le cerveau évolue. OK ? Donc, mais vraiment, c'est des algorithmes qui sont inspirés du cerveau. Mais cependant, aujourd'hui, ils ne tournent pas du tout sur des architectures qui ressemblent à notre cerveau. En fait, ces algorithmes, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit la liste d'instructions. Ensuite, on la traduit. Ici, vous voyez, à gauche de l'écran, c'est des lignes de code. Hein, c'est comme ça qu'on écrit un programme. Et ensuite, ce code, on va le compiler. C'est-à-dire qu'il va être transformé en série de 0 et de 1. Et puis, il va être envoyé à l'intérieur de notre ordinateur. Et c'est là qu'il va tourner, dans nos ordinateurs classiques. Et ça, en fait, ça pose un gros problème. Pourquoi ça pose un problème? C'est parce que dans notre ordinateur, la cuisine, l'endroit où on va faire tourner la recette, elle est composée de deux éléments principaux qui s'appellent la mémoire et le processeur. La mémoire de l'ordinateur, c'est l'endroit où on vient mettre tous les ingrédients, donc le chocolat, la farine, les œufs. Le processeur, c'est l'endroit où on va venir faire vraiment la cuisine, donc couper les ingrédients, les mélanger, mixer, etc. Dans un ordinateur classique, aujourd'hui, la mémoire et le processeur sont séparés de quelques millimètres. Ça peut sembler extrêmement peu, quelques millimètres. Seulement, en fait, à l'échelle, si on revenait à l'échelle d'une cuisine, ces quelques millimètres se transforment en une centaine de mètres. Donc les données, si vous voulez, lorsqu'on cuisine, lorsqu'on fait tourner l'algorithme, on est obligé d'aller chercher les ingrédients dans la mémoire, de parcourir 100 mètres sur une sorte de bus, qui est le bus des données, d'aller les cuisiner dans le processeur, et ensuite de revenir pour mettre les ingrédients. Par exemple, là-bas, j'ai été mélanger la farine, etc. Hop, il faut que je revienne chercher du sucre, etc. Parce que en plus, je ne peux pas amener autant d'ingrédients que je voudrais dans le processeur. Donc ça va si on suit une recette classique de gâteau au chocolat. C'est-à-dire ça va si on ne fait pas un algorithme d'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça que nos ordinateurs aujourd'hui, ils font très bien des logiciels de traitement de données, tout ça, parce que ça ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Mais vous avez vu que dans l'algorithme d'intelligence artificielle, si je voulais faire un gâteau au chocolat à la manière intelligence artificielle, il fallait vraiment que je commence avec des ingrédients complètement aléatoires, qu'ensuite j'aille faire toute ma recette du gâteau au chocolat avec ces ingrédients, que je regarde que je teste si le gâteau au chocolat est bon, et comme il n'est pas bon en général au début, hop, il faut tout recommencer tout ça, et ça, il faut le faire 1 million de fois à peu près jusqu'à ce que ça marche, d'accord? Et donc vous imaginez bien que le fait qu'il y ait 100 mètres entre l'endroit où je vais mettre mes ingrédients, c'est-à-dire le frigo, la mémoire, et l'endroit où je vais faire la cuisine, le processeur, ça ralentit le processus de manière incroyable. C'est comme si on voulait faire Top Chef dans une cuisine qui n'était pas du tout adaptée, hein, avec 100 mètres à parcourir à chaque fois dans sa cuisine. Donc ça, non seulement ça ralentit vraiment les algorithmes d'intelligence artificielle, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces algorithmes ne sont pas capables, comme le cerveau, d'apprendre au fur et à mesure des données, en fait. C'est pas possible. Et ils mettent très très longtemps à être entraînés. Pour leur faire apprendre, il faut des mois parfois. Et puis, en plus, ce bus-là, qui amène les données sur des quantités comme ça, 100 mètres. À chaque fois que j'ai un ingrédient, je suis obligée de faire 100 mètres, une tomate 100 mètres, un citron 100 mètres. Et bien, en fait, ça consomme énormément d'énergie. Et c'est pour ça aussi que les algorithmes d'intelligence artificielle, aujourd'hui, ils ne tournent pas vraiment sur vos téléphones portables ou vos tablettes. En fait, ils ne marchent que parce qu'ils sont connectés à ce qu'on appelle le cloud. Donc c'est un joli mot, ça veut dire le nuage, et qui cache en fait derrière le nuage, c'est qu'en fait ces algorithmes, ils sont en train de tourner dans des centres de données énormes, souvent aux États-Unis, et qui consomment des quantités d'électricité faramineuses. Donc le cloud, c'est plutôt ce gros nuage de pollution qui est ici. Aujourd'hui, l'information de la technologie,
l'industrie de la technologie de l'information consomme plus d'électricité que l'Inde entière. Et en fait, comme on utilise de plus en plus les algorithmes d'intelligence artificielle, c'est un chiffre qui risque vraiment d'augmenter fortement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une solution à ça? Bon, je crois que vous le voyez, il y a un problème dans la cuisine. Ça ne va pas. Il faut vraiment qu'on trouve un moyen de rapprocher fortement la mémoire et le processeur. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh ben, c'est tout simple. On peut s'inspirer de notre cerveau. Parce qu'après tout, notre cerveau, c'est de lui dont ces algorithmes s'inspirent. C'est lui le réseau de neurones initial donc, qui imite ces algorithmes. Or, notre cerveau, il a un réseau de neurones, mais vraiment beaucoup plus gros que n'importe lequel qu'on est capable de réaliser aujourd'hui avec nos algorithmes, de faire tourner. Mais en plus, il consomme très peu. Il consomme 20 watts à peu près, c'est-à-dire moins qu'une ampoule électrique. Donc avec moins qu'une ampoule électrique, on est capable de réfléchir, d'inventer, de créer, de faire tout un tas de choses extraordinaires que nos ordinateurs ne sont pas encore capables de faire. Et la raison pour ça, c'est que tout simplement, on est optimisé pour ça. Évidemment, nous, on ne peut pas aller se brancher à une prise électrique. On a besoin d'aller chercher la nourriture, d'aller chercher la nourriture, et donc on ne peut pas consommer plus que ce qu'on peut stocker en nous. Donc on est obligé d'avoir un réseau de neurones qui fonctionne avec ce qu'on peut cueillir ou aller chasser le mammouth et revenir. C'est comme ça que ça marche. Donc ça veut dire que si on veut réaliser de l'intelligence artificielle qui consomme très peu d'énergie, ça vaut vraiment le coup de s'inspirer du cerveau. Et alors, pourquoi ça marche si bien dans le cerveau? Ben, c'est tout simple, c'est qu'effectivement, cette cuisine du cerveau, elle est très très bien conçue. C'est pas seulement que le frigo est proche de l'endroit où on va mélanger les ingrédients, c'est qu'en fait, tout est carrément mélangé. C'est-à-dire c'est une cuisine vraiment de chef étoilé. En effet, donc, le cerveau, donc, on l'a vu, c'est un réseau de neurones. Donc, le réseau de neurones, à l'intérieur, on a des neurones qui sont connectés par des synapses et le tout est extrêmement emmêlé. Les synapses et les neurones sont en très proche contact et ça fait une espèce de structure extrêmement complexe. Or, d'un point de vue très schématique, dans notre cerveau, on peut voir le neurone comme faisant la cuisine. Donc, c'est le cuisinier, c'est le processeur. Et les synapses, elles portent la mémoire. Et donc, comme ces neurones et ces synapses sont connectés au plus proche, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin de transférer comme ça avec un bus les données sur des centaines de mètres. Non, elles sont directement en contact. Et c'est grâce à ça que notre cerveau consomme si peu aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut réussir à faire des circuits où on viendrait entremêler au plus proche la logique, enfin, le processeur, la cuisine et la mémoire, les synapses. Et donc, aujourd'hui, les gens se disent, oui, on va faire ça. En fait, c'est assez clair que c'est ce qu'il faut faire. Donc, on se dit, en fait, au lieu de faire des lignes de code, les compiler 0,1 et tout ça, d'aller dans un processeur, non, on va essayer de faire des synapses physiques, d'imiter les synapses, on va essayer d'imiter les neurones et on va essayer de les connecter au plus proche. On va essayer de faire ça. Parce que ça, vraiment, ça pourrait permettre de gagner des facteurs 1000 sur l'énergie et pareil sur la vitesse de traitement. Donc, ce serait considérable. Alors, pour ça, il faut se demander, d'accord, mais si on veut faire ces neurones et ces synapses, si on veut les imiter, mais qu'est-ce qu'on imite? Ils font quoi, les neurones et les synapses? Donc, dans le cerveau, les neurones, ils vont recevoir des informations, ils vont avoir ce qu'on appelle une tension appliquée sur leur membrane. Et en fonction de la valeur de cette tension, ils vont émettre des impulsions électriques lorsque cette tension atteint un certain seuil. Et ensuite, ces impulsions électriques, elles vont se propager, comme vous le voyez dans ce petit film, le long des fils qui relient les neurones entre eux, donc les axones et les dendrites. Et ces impulsions vont passer à travers les synapses. Et les synapses sont des petits éléments électrochimiques qui vont modifier la façon dont ces impulsions électriques se propagent. Donc on peut avoir des synapses qui laissent passer très très bien l'information. Donc du coup, l'impulsion, elle va aller vers l'autre neurone avec toute son amplitude, toute sa force. Par contre, certaines synapses, au contraire, vont fortement atténuer l'information ou même faire en sorte que le neurone auquel elles sont reliées ait encore moins envie d'émettre une impulsion électrique. Donc c'est ça qu'on veut essayer d'imiter. On voudrait faire des neurones qui émettent des impulsions électriques
en fonction de leur entrée. Et puis on voudrait avoir ces synapses qui vont moduler la façon dont ces impulsions électriques se propagent, mais en plus qui le font, donc sont des vannes pour l'information, mais des vannes qui mémorisent. On se rappelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une fois que l'impulsion est passée, la synapse, elle oublie de comment elle régule. Il faut que la prochaine fois, à chaque fois que l'impulsion arrive, la synapse module de la même manière. Et puis aussi, pour apprendre, il faut venir être capable de modifier la façon dont ces synapses vont laisser passer l'information. C'est ça qui permet l'apprentissage. En fonction des impulsions reçues par les neurones, les synapses vont changer leur valeur et être modulées. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à faire ça. Mais alors comment est-ce qu'on peut faire ça? La première idée, c'est très simple, c'est de se dire, utilisons notre électronique habituelle. Après tout, on la maîtrise extrêmement bien, donc allons-y. Donc la base de notre électronique aujourd'hui, ce sont les transistors. Les transistors, c'est extrêmement perfectionné, c'est extrêmement petit, mais un transistor, c'est un interrupteur. C'est juste un petit interrupteur. Donc c'est très très loin de la complexité de ce que je viens de vous décrire des synapses et des neurones. Donc on peut faire des synapses et des neurones avec, enfin imiter, hein, attends, je monte. On peut en faire, mais il va falloir mettre beaucoup de transistors ensemble. Pour faire un neurone, il faut au moins des dizaines de transistors. Pour faire une synapse, il en faut encore plus. En plus, il faut rajouter de la mémoire, ce qui, avec notre électronique actuelle, est très compliqué et se mélange très mal en plus avec les transistors. Alors, c'est possible, et effectivement, c'est la base des travaux actuels. Le but, c'est de faire ça dans un premier temps, c'est l'électronique qu'on connaît. Mais le problème est le suivant, c'est que dans le cerveau, il y a 100 milliards de neurones et 10 000 fois plus de synapses. Ce sont des nombres faramineux. Donc, si c'est trop gros, les neurones et les synapses, on ne va pas pouvoir faire des réseaux de neurones de cette taille-là. Donc, en fait, si je prends ces chiffres-là et que je regarde quelle serait la surface dont on aurait besoin en électronique pour arriver à ces chiffres-là, en fait, eh bien, c'est très simple. On se retrouve avec une puce de 300 mètres de côté. Voilà. Parce qu'en plus, notre électronique actuelle est là en 2 dimensions. On ne sait pas aller en 3 dimensions comme dans le cerveau. Donc 300 mètres de côté, c'est un peu gros, ça ne va pas aller pour une puce. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une autre manière de faire ça. Et donc l'idée, c'est de se dire, ben voilà, ça veut dire que ça ne va pas d'utiliser trop de transistors pour les synapses et les neurones. Le mieux, ce serait qu'on arrive à faire des synapses et des neurones qui soient individuellement extrêmement petits. Et donc de faire des synapses et des neurones nanométriques. Mais comment faire? Alors nous, au laboratoire, on a eu une idée. On s'est dit qu'on allait utiliser la technologie qu'on étudie depuis très longtemps pour faire des mémoires magnétiques, pour faire des petits neurones. Alors comment ça marche? L'idée, c'est la suivante, c'est qu'on empile, on a 2 aimants empilés qui sont séparés par un petit isolant très fin. Donc on a 2 aimants empilés. Donc un aimant, vous savez, c'est un pôle nord et un pôle sud. Vous pouvez le voir comme une petite boussole, c'est comme l'aiguille de la boussole, d'accord? Et ce qu'on fait, c'est qu'on va venir dans cet empilement qui est extrêmement petit. Donc comme vous voyez ici, c'est à droite, la taille de ces empilements actuels, elle fait une centaine de nanomètres. Ça veut dire que c'est 1000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Et en fait, on peut encore réduire d'un facteur 10. Voilà, donc on prend ça, et après, ce qu'on fait, c'est qu'on vient... Donc là, vous voyez juste le petit pilier, on va venir mettre du courant électrique là-dedans. Donc en fait, ce que vous ne voyez pas sur le schéma, là, c'est qu'il va y avoir des amenées de courant électrique là-dedans. On va faire passer un courant électrique. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait passer un courant électrique, donc le courant, les électrons, ils passent à travers le premier aimant, donc on peut dire de façon un peu grossière qu'ils vont s'aimanter. Et quand ils arrivent sur le deuxième aimant, donc quand ils passent dans le premier aimant, ils acquièrent ce qu'on appelle du spin, ils viennent s'aimanter. Et quand ils arrivent sur le deuxième aimant, eh ben, ils vont donner du spin à cet aimant. Donner du spin, en anglais, to spin, ça veut dire tourner. En fait, ils vont donner une impulsion à l'aimant supérieur, à l'aiguille de la boussole pour la faire tourner. D'accord ? Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand j'injecte un courant électrique dans ce petit aimant, eh ben, l'aimantation va se mettre à tourner. Et elle peut tourner de façon entretenue. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des éléments magnéto-résistifs. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que j'ai un tour de l'aiguille de la boussole, je vais avoir une impulsion électrique. Et donc voilà ce qui se passe. J'envoie une impulsion d'électron, hop, je récupère une impulsion électrique à la sortie. L'aimantation tourne, et comme ça, je peux venir générer des impulsions. Et c'est grâce à ça qu'on va imiter les impulsions électriques générées par les neurones.
Alors, il y a un point intéressant que je voudrais que vous remarquiez, c'est le temps, l'échelle de temps en bas. Ce sont des nanosecondes ici. Un neurone, c'est plutôt à la seconde, enfin à la milliseconde. Là, ça veut dire qu'on est 1 million de fois plus rapide. Enfin, on va vraiment beaucoup plus vite. Et ça va être très important pour tout à l'heure. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a donc eu cette idée, voilà, là, ce que je vous ai montré, ça ressemble vraiment en quelque sorte aux impulsions émises par les neurones, mais ça prouve rien. Il faut quand même montrer que notre composant est capable de faire des tâches, des choses intéressantes. Parce que le problème, c'est que les nanocomposants, comme ils sont tout petits, ils sont fragiles. Donc, ils peuvent être très sensibles à la température, donc ça peut se dégrader aussi en fonction du temps, etc. Alors, quand même, si on veut faire du traitement de l'information, il faut un minimum de fiabilité. Donc, ce qu'on a fait avec notre nanoneurone, c'est qu'on a essayé de voir s'il était capable de cuisiner, de faire de la cuisine. Donc, on a pris une tâche extrêmement simple. On lui a demandé de reconnaître des chiffres prononcés par différentes personnes, des chiffres de 0 à 9. Et normalement, un neurone tout seul, c'est très bête, ça ne peut pas faire grand-chose. Mais nous, on a utilisé une astuce. On a utilisé le même neurone plein de fois à la suite pour imiter un réseau de 400 neurones. On a fait ça. Et en utilisant cette astuce, on a pu reconnaître ces chiffres. Puis en plus, comme notre neurone est super rapide, ça permettait d'aller vite quand même. Donc on a pu reconnaître ces chiffres. Et ce qui est important, c'est qu'on a pu le faire avec une précision de 80... Alors les chiffres, on les a reconnus surtout indépendamment de l'accent de la personne qui parlait, c'est ça qui est important. Et on a pu le faire avec une précision de 99,6%. Et ça, c'est vraiment important parce que ce chiffre, c'est à l'état de l'art de ce qui se fait avec les algorithmes sur les ordinateurs classiques. Donc ça veut dire que même si notre nanocomposant, il est nano, il est tout petit, il est sensible à la température, etc., il est quand même fiable. Il est capable de faire des tâches intéressantes. Voilà, donc ça c'est bien, on a un nanoneurone. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'en fait, un nanoneurone tout seul, encore une fois, ça ne sert pas à grand-chose. Donc en fait, maintenant, le but, c'est quand même de le connecter. Or, on a un petit souci parce que dans le cerveau, ce n'est pas juste un neurone qui est connecté à une synapse, c'est chaque neurone est connecté à 10 000 autres par des synapses. Donc 10 000 autres, c'est-à-dire qu'il y a 10 000 fils qui vont d'un neurone vers les autres. Donc comment le cerveau fait ça? Je ne sais pas si je peux aller en arrière. Non. Bon. Comment le cerveau fait ça? Vous le voyez ici, en fait, dans le cerveau. Pour accommoder ces 10 000 fils, donc chaque couleur que vous voyez, ce que vous voyez ici, c'est une reconstruction en 3 dimensions d'une rétine, en fait. Et chaque couleur, c'est un des fils. Et vous voyez que le cerveau, pour réussir à mettre 10 000 fils par neurone, c'est une espèce d'énorme pelote en 3 dimensions où tout est emmêlé. Et vous vous doutez qu'avec notre électronique, qui est principalement en 2 dimensions et qui aime bien tout ce qui est très régulier, ça va être extrêmement compliqué. Donc nous, on s'est dit, explorons une autre alternative. Plutôt que d'essayer de mettre des fils, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt faire communiquer ces neurones par radio, par téléphone portable? Donc en fait, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est que les impulsions électriques du neurone, ils étaient à la nanoseconde. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont à environ 300 MHz. Ça, ce sont des micro-ondes. C'est exactement les fréquences qui sont utilisées dans les ondes radio. Donc en fait, notre neurone, il peut prendre une information, c'est le courant électrique, il peut la transformer et après, il peut l'émettre. Et en plus, ces composants, on sait aussi que lorsqu'ils reçoivent une information micro-ondes, ils vont modifier leur comportement, ils vont changer la façon dont ils envoient des impulsions. Et donc on pourrait imaginer, je dis bien imaginer parce qu'on n'est pas encore là, mais on pourrait imaginer de réaliser comme ça un réseau de neurones où chaque neurone fait son calcul, fait sa cuisine, émet le résultat par onde radio vers 1000 autres qui reçoivent, qui font leur cuisine, émettent, etc. Donc ça, c'est notre but. Donc ce qu'on a fait récemment, on a progressé tout doucement dans cette direction. On a voulu démontrer le principe de communication par onde radio. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé comme première couche de neurones, finalement, 2 émetteurs radio tout à fait classiques qui vont envoyer des fréquences, tandis que la deuxième couche ici de neurones, vous voyez, était réalisée par 4 nanocomposants, 4 nanoneurones, qui recevaient donc les émissions des radios et aussi communiquaient entre eux. Et en fait, on a montré que ce petit réseau, juste de 4 neurones, il était capable effectivement de recevoir l'information par radio et il était capable d'apprendre à faire une tâche. C'est-à-dire ici, il a reconnu les voyelles qui étaient encodées dans les fréquences des émetteurs radio.
Voilà, donc c'est une démonstration qu'on peut communiquer par onde radio. Alors, voilà, ça c'était la deuxième étape. Bien sûr, maintenant, notre but, c'est d'augmenter, de faire un vrai réseau de neurones avec ça, d'en avoir. Parce que tout l'intérêt des nanocomposants, c'est bien sûr qu'on peut en mettre plein. On voudrait aller vers des tailles bien plus grandes. On voudrait pouvoir mettre des millions de neurones. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Donc, on va aller vers des tailles beaucoup plus grandes. Et puis, il y a autre chose, c'est que pour l'instant, les nanoneurones, si vous voulez, ils communiquent directement de l'un à l'autre par les ondes radio. Et il n'y a pas la synapse entre les deux qui permet de moduler vraiment l'information, de faire la vanne pour ces ondes radio. Donc, en fait, on est en train de travailler justement pour essayer de réaliser ces synapses. Et ce qu'on espère, c'est que si on y parvient, on réussisse à faire des puces qui réussissent à intégrer à l'intérieur des millions de neurones et de synapses et qui puissent faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle, mais cette fois-ci avec une cuisine bien mieux organisée, et donc d'éviter de perdre toute cette énergie et enfin d'avoir des puces vertes. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Julie Grelier, pour cette belle démonstration. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. J'ai une question. Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous demander, donc, comment vous pouvez savoir que les neurones ont reconnu les chiffres que vous avez émis ? Ah oui, c'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que, donc comme j'ai expliqué, avec un neurone, on en a imité 400 à la suite des uns des autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce neurone-là, donc il va recevoir... donc ce qu'on fait, exactement, je t'explique ce qu'on fait. On prend des fichiers audio où les personnes prononcent les chiffres, d'accord ? Ensuite, ces fichiers audio, ils sont à la fréquence à laquelle on parle, donc c'est assez lent, et notre neurone, il est très rapide. Donc on est obligé d'accélérer ces fichiers audio, d'accord ? Et après, le signal qu'on reçoit, on le transforme en un courant électrique qu'on met, tu sais, à l'intérieur du petit neurone. Et ensuite, on regarde, on mesure les impulsions qui sont créées par ce neurone. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on réussit à faire en sorte que, suivant le signal qu'on envoie, la réponse des neurones sont très différentes si la personne elle prononce 1 ou si la personne elle prononce 9. Donc grâce à ça, en produisant, grâce à la réponse vraiment, les impulsions du neurone, ça fait vraiment du coup des réponses extrêmement différentes et ça nous permet de savoir ce qui a été prononcé. Donc vous avez dit que les clouds, ce sont des appareils qui consomment beaucoup d'énergie. Et pour les ordinateurs, comment cela fait-il que certains ordinateurs ne chauffent pas et pourtant qu'ils sont capables de faire beaucoup de tâches en même temps? Est-ce que cela fait chauffer beaucoup de cloud? Alors dans nos ordinateurs, on a un petit processeur qui consomme 100 watts. 100 watts, c'est ce qu'on peut refroidir avec un petit ventilateur à peu près. Donc du coup, excuse-moi, j'étais perturbée par un monsieur derrière toi qui dit non, non, non. Donc c'était quoi ta question? De savoir pourquoi nos ordinateurs ne chauffaient pas et qu'on pouvait quand même faire plein de tâches, c'est ça? Eh ben, les tâches qu'on fait avec nos ordinateurs, typiquement jusqu'ici, ce n'est pas des tâches d'entraînement de ces réseaux de neurones. En fait, on utilise avec nos ordinateurs soit des réseaux de neurones qui ont déjà été entraînés, ou alors on utilise des algorithmes très classiques qui, eux, souffrent beaucoup moins du problème de la cuisine qui est mal faite, de la distance entre le processeur et la mémoire. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on peut faire tourner sans trop chauffer. Pour les programmes et pour les actions. Il y a 2-3 personnes, je t'en prie. Allez, dernière, vas-y. Oui, c'est ma dernière, je m'excuse. Pour les programmes, pour les transformer en chiffres, est-ce que le robot, la puce ne va pas faire confusion pour les tâches? Pardon, pour les programmes, comme c'est seulement 2 chiffres binaires, est-ce que ça ne va pas confondre, créer une confusion? Quel programme, tu veux dire Quand on programme pour transmettre aux puces. Ah oui, qu'il y a que des 0 et des 1 ? Oui. Oui, ah oui. Ben, en fait,
on se débrouille pour que ça ne crée pas de confusion parce qu'en fait, on les envoie par paquet. Ou, enfin, il y a différentes manières pour encoder l'information dans ces suites de 0 et de 1. Je vous remercie beaucoup. Oui, je me demandais par rapport aux nanoneurones, quand ils sont envoyés, quand par onde radio c'est envoyé, vous disiez que le problème c'est qu'ils devaient en connecter un avec 10 000, mais là en fait dans le cerveau, tous les neurones ne sont pas connectés avec tous les neurones, donc il faut qu'il y ait une sorte de ségrégation, comme s'il y en avait qui étaient à 310 Hz, d'autres à 300, d'autres à 280, Tout à fait, ouais. Une sorte de sélection, donc ça pourrait se faire par exemple avec la longueur des... En fait, des on a dit aimants ou oui. quelque chose comme ça. Il y a une solution pour C'est justement ça. faire une sorte de ségrégation Tout à entre des fait. groupes de neurones. C'est exactement ça. En fait, en fonction du matériau qu'on utilise pour l'aimant ou même du diamètre de ce pilier, on va obtenir des fréquences différentes. Donc ça permet d'avoir une sélection en fréquences. Et puis aussi, on n'est pas forcément obligé d'émettre à l'air libre comme ça. On peut guider. On pourrait guider les micro-ondes juste au-dessus d'une couche, par exemple, d'autres neurones, pour les transmettre comme ça que par couche. Ou encore, au contraire, si on a envie de transmettre à plein, d'émettre à l'air. Enfin, il y a différentes possibilités. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on étudie. Parce que si on met sur une fréquence, en fait, ça va toujours être les mêmes groupes qui vont communiquer entre eux. Donc, il faut trouver une façon pour faire une... Ah, d'accord, mais donc ça, en jouant sur les fréquences et en jouant sur les matériaux et les directions, Quand on peut réussir à créer des variations et vous avez une tout à fait distribution. raison. Donc, quand on a fait la reconnaissance de voyelles, c'est ça qu'on a fait. Chaque neurone avait une fréquence différente. C'est comme ça. D'accord. Une question? Bonjour, merci beaucoup, c'est passionnant. On se rend compte que vous rendez ça de façon très publique, pour qu'on le sache tous. Je me demandais s'il y avait bien entendu d'autres laboratoires qui travaillaient aussi sur ces mêmes typologies, cette nouvelle façon de monter un circuit, des circuits d'intelligence artificielle. Est-ce que vous travaillez en coopération avec les autres, compte tenu du fait que vous le rendez si public, ou au contraire, est-ce que vous êtes dans une segmentation et que vous menez votre voie? Absolument. En fait, en France, je pense que c'est vraiment une des qualités de la recherche française, c'est la possibilité d'avoir une recherche interdisciplinaire. Et donc, en fait, au contraire, moi, j'ai créé un réseau de recherche qui s'appelle le GDR Biocomp, où il y a toutes les équipes françaises qui sont intéressées par ces sujets, qui se rencontrent, font des conférences. Et c'est vrai que c'est un domaine... Là, j'ai présenté mes recherches sur les nanoneurones avec les micro-ondes, mais il y a des personnes qui voudraient utiliser des composants optiques et la lumière pour communiquer. Ou encore, il y a des personnes qui disent mais non, ce que vous faites, ça ne marchera jamais, il faut continuer avec l'électronique, mais aller en 3 dimensions. Voilà. Donc en fait, il y a énormément de débats sur la manière d'y arriver. Il y a plein de façons envisageables, et donc on parle de tout ça et on essaye d'avancer ensemble. Une dernière question. Et quelle est la différence avec les puces neuromorphiques? C'est ça, c'est des puces neuromorphiques. Ah bon. Neuromorphique, c'est exactement ça. Ça veut dire neuromorphe, morphe inspiré de l'architecture du cerveau. Très bien. Écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci à vous. Belle Merci pour démonstration. votre attention. Merci.